J'ai l'honneur de présider cette dernière table ronde. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de ce colloque, donc Baptiste, Antonio et Vincent pour avoir invité, pour avoir organisé ce colloque. Je voudrais aussi remercier Sacha et Aurélie pour l'organisation toujours parfaite de ce genre d'événement. Et immédiatement, donc, passer la parole à l'avant-dernier intervenant. Alors, l'avant-dernier intervenant, Claude-Olivier Doron, maître de conférence à l'Université de Paris en histoire et en philosophie. Avant que ce soit en philosophie, en histoire et philosophie. Histoire et philosophie dans cet ordre-là, très bien. Alors, bon, parmi les nombreuses publications de Claude-Olivier, donc, qui a une belle réputation sur ces questions de race, je suis très évidemment un mais qui m'a fait connaître tes travaux, c'est L'homme altéré, bien sûr, en race et dégénérescence. 17e, 19e, et je me suis rendu compte qu'il était déjà de 2016. On passe quand on s'amuse. Et puis, dans les activités récentes, eh bien, il a dirigé avec Elie Haddad, qui est en ligne tout à l'heure, toujours en ligne, un numéro, là, l'année dernière, un numéro spécial de la revue d'histoire moderne et contemporaine intitulé Race, sang et couleur à l'époque moderne. Donc, nous avons ici un très bon spécialiste de toutes ces questions qui va faire des infidélités à l'époque moderne en traitant d'époque contemporaine, qui va nous présenter une communication qui s'intitule « Ceux qui ont bien agi et bien fait transmettent à leurs enfants une chair meilleure, dégénérescence et régénération des races dans le catholicisme social des années 1830 à 1850 en France ». Bien, la parole pour une minute. Alors, tout d'abord, merci évidemment aux organisateurs pour l'invitation et une petite correction immédiate par rapport au titre qui était sur le programme. Vous aurez vu que c'est glissé une petite faute d'orthographe très significative puisque cher est avec un E. Alors, ça n'était pas un appel commandité par la HERS adressé aux enseignants-chercheurs qu'il faut agir et ainsi on obtiendra une chair meilleure pour ses enfants. Non, c'est vraiment la chair et la chair au sens chrétien que je vais évoquer. Alors, mon idée, en fait, c'était de revenir, je l'avais dit malheureusement, sur la manière dont la problématique de la macule ou de la tâche héréditaire liée à la faute ou à l'ignorance ou à la dépravation des ancêtres et qui retombe sur l'ensemble d'une famille, d'une race, et dont le paradigme va rester celui du péché originel, eh bien, loin de disparaître au XIXe siècle, avec le développement des nouveaux savoirs naturalistes et médicaux sur les vérités, sur les races humaines, va au contraire connaître un regain de réflexion et entrer en dialogue complexe avec ces savoirs. Et plus précisément, je reviendrai pas seulement sur la manière dont certains catholiques sociaux, au premier rang desquels Lamennais ou Duchesne, envisage la possibilité à partir de là de régénérer des familles et des races dépravées. Alors, pour commencer, quelques trucs un peu rapides, mais il faut vous rappeler qu'en France, que ce soit sous la Restauration puis la monarchie de Juillet, on a été, c'est marqué par un profond renouveau de la pensée catholique qui s'efforce à la fois de donner un sens aux événements antérieurs et en particulier aux plus importants d'entre eux, la Révolution, évidemment, et en même temps essaye de se positionner par rapport aux nouvelles conditions sociales et politiques ouvertes précisément par l'espace révolutionnaire, que ce soit aussi la problématique des pensées, les nouvelles hiérarchies sociales et politiques dans ce cadre-là, mais aussi des questions qui s'ouvrent avec le XIXe siècle autour du paupérisme, de la misère ouvrière. Et ces discussions, elles se font en dialogue, souvent ambigu, avec le rationalisme et le naturalisme. Alors, je voulais souligner ce point parce que il y a une tendance dans l'historiographie à parfois traiter les choses de manière séparée, en silo. Par exemple, le grand travail The Cultural History of Heredity par Reinberger et Müller-Wiebe, qui est un livre très intéressant, ne s'intéresse absolument pas à l'importance des réflexions sur le péché originel au XIXe siècle, en lien avec la problématique des maladies héréditaires. Alors qu'on va le voir, c'est quelque chose de très important pour comprendre un certain nombre de choses et d'horizons d'attente des contemporains, comme je dirais de le montrer un peu. Alors, précisément, parmi les questions qui sont ressaisies dans le cadre de ce renouveau de la pensée catholique, eh bien, il y en a une qui est centrale pour le dogme chrétien à l'époque, et qui est celle du péché originel, de sa transmission à l'ensemble de la race d'Adam, comme on dit,
et qui pose secondairement, et à l'époque c'est souvent confondu par tout un ensemble d'auteurs, la question de la transmission des fautes actuelles des ancêtres aux générations suivantes, selon le principe répété dans l'Ancien Testament, selon lequel, je cite le Deutéronome 5.9, Dieu punit sur les fils jusqu'à la 3e ou 4e génération les iniquités des pères, quelque chose qui est repris à l'époque, ou encore, pour utiliser une autre formule alors, très classique de l'époque, on affirme la solidarité du générateur et du généré, du père et des enfants. Alors évidemment, ce type de position entre en tension très forte avec un ensemble des principes fondamentaux qui organisent la société après la Révolution, comme le note par exemple Patrice Larocque dans son examen critique des dogmes de la religion chrétienne en 1860, je cite, cette justice du Dieu de la Bible ne renverse-t-elle pas toutes les idées de liberté humaine, de responsabilité morale, de mérite et de démérite? Pour lui, le dogme du péché originel choque, je cite, ouvertement toutes les idées de moralité et de justice et il n'est pas susceptible d'être amendé. D'accord ? Lamennais dit à peu près la même chose. Alors en fait, on peut distinguer à ce sujet plusieurs positions. La très connue, mais très importante pour l'époque, position incarnée par Joseph de Maistre, qu'on va retrouver dans une multiplicité d'autres textes ensuite. Cette position consiste à accepter et à pousser jusqu'au bout les conséquences du principe de transmission du péché originel et plus généralement la solidarité du générateur et du généré. Alors je rappelle sa position de manière schématique. De Maistre d'abord réaffirme nettement le dogme de la déchéance de l'homme. On verra que par exemple pour Duchesne ou pour Lamennais, on met plutôt l'accent sur la dimension du progrès. Bon, pour de Maistre, il n'y a pas de doute, l'humanité primitive était plus parfaite et elle a déchu de son état de perfection et les sauvages dégradés en sont une belle illustration puisque ce sont les reliquats dégénérés d'anciennes civilisations. Deuxième point, et c'est plus important encore, cette déchéance est liée à l'expiation d'un crime primitif qui retombe sur l'ensemble de la race. C'est à la fois le mystère et le scandale, en un certain sens, du péché originel, cette idée que la faute accomplie par l'ascendant retombe sur l'ensemble de sa descendance. Le scandale tient dans le fait que, dans un certain sens, on impute un crime ou une faute à la série des descendants innocents de cette faute. Bien. Alors ça, c'est un grand problème théologique sur lequel je ne vais pas revenir, problème théologique et juridique. Quelqu'un comme Lamennais, par exemple, considère que ça n'est pas possible. L'imputation du péché n'est pas possible. Bon. Mais de Maistre a une autre stratégie. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'établir sa plausibilité, plutôt que de chercher à réfléchir sur les questions juridiques et théologiques. Établir sa plausibilité, et donc, habilement, il glisse vers le constat que la prétendue injustice qu'on dénonce, selon laquelle les enfants innocents payent pour les fautes des ancêtres, eh bien, en vérité, c'est une loi universelle qui traverse la nature et qui traverse l'histoire. Alors, j'utilise cette citation de Victor de Chalembert en 1850 dans le journal catholique libéral Le Correspondant, qui résume très bien ça. C'est un fait général, universel, dont nous sommes tous les jours les témoins, les complices ou les victimes. N'est-ce pas une loi universelle dans l'ordre moral comme dans l'ordre physique, que la transmission héréditaire du bien et du mal, les maladies, que sont-elles, pour la plupart, sinon le produit d'un vice originel déposé dans le sang par un père coupable? Il n'y a que la plus étrange irréflexion qui puisse ne pas voir que la transmission originelle n'est pas plus inexplicable que celle de tous les autres péchés originels de second ordre dont nous constatons tous les jours les effets. Alors là, c'est extrêmement net, et Chalembert résume bien le rôle central que vont jouer les maladies héréditaires chez un grand nombre de catholiques de cette époque. Premièrement, première chose, elles viennent fournir un argument naturaliste, rationnel, pour penser par analogie le mystère de la transmission du péché originel. Je vous avais mis des citations, mais on va sauter dessus parce que sinon on n'aura pas. Deuxième point, donc j'insiste, premièrement, c'est vraiment mobiliser les savoirs sur l'hérédité et les maladies héréditaires comme un moyen, un argument naturaliste pour fonder la transmission des péchés. Bon. Deuxièmement, il faut aller plus loin que ça. Souvent, ça va beaucoup plus loin que cette simple analogie, et ça, je vais m'y arrêter très longuement ensuite. Les maladies héréditaires sont pensées comme la marque héréditaire, physique et transmissible d'une faute morale. Et elles mettent en jeu toute une théorie complexe des rapports entre le physique et le moral,
qui renverse en un certain sens le naturalisme. Je vais y revenir parce qu'elle est partagée par un très grand nombre d'auteurs de cette époque-là. Je fais juste une citation, parce qu'elle est vraiment parlante, hein. C'est le polygraphe royaliste Charles de Bussy, hein. Je cite, « Le péché n'altère pas seulement l'âme, mais le corps. Ces deux complices portent l'un et l'autre le sceau de leur mutuelle honte comme le gamérien sa chaîne. Le péché imprime sur le corps d'ineffaçables stigmates, tant est intime et profonde l'influence réciproque des deux substances qui composent l'être que l'on appelle l'homme. » Fin de citation. Avant de revenir un peu là-dessus, dernier point important de l'approche mestrienne, l'idée selon laquelle cette solidarité étroite qui se manifeste entre les fautes des ancêtres et l'expiation des innocents, eh bien en fait c'est une loi fondamentale de l'histoire universelle où la souffrance et le châtiment des uns rachètent la dette des fautes accumulées par les autres. Et ça, l'idée de Demestre, c'est de dire que loin de choquer la justice, c'est en fait un élément fondamental de la justice divine, quelque chose qu'on va retrouver ensuite chez Buchez, par exemple, hein, qui affirme, on va le voir, la réversibilité des fautes des pères aux enfants et à toute une race. Alors, je voulais prendre un exemple, mais je vais peut-être le sauter, qui est un exemple de lecture extrême, de reprise extrême par un auteur qui s'appelle Prosper Gay, des vues mestriennes. Ce qui est intéressant dans ce texte, je le résume juste à grands traits, c'est que il va partir de l'idée selon laquelle l'abus de la liberté, qui est caractéristique de l'homme, et ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir sans cesse, produit une déchéance qui s'inscrit dans les corps et marque l'ensemble d'une lignée ensuite. Et il considère que c'est une loi générale qu'on retrouve à travers l'histoire et à travers les sociétés, une loi qui est donc cette loi d'hérédité et de solidarité, qui, comme il le dit, est une de celles que le vrai Dieu a données au monde. Et dans ce cadre-là, il y a un chapitre assez fascinant où il reprend ce qu'il appelle 3 déchéances originelles qui sont collectives. Bon, c'est les Juifs, ce sont les Noirs et ce sont les sauvages amérindiens. Alors pour les Juifs, le discours va être de dire qu'ils sont marqués indéfiniment par le fait qu'ils ont appelé sur leurs enfants innocents le sang lié au crime d'homicide. Je passe dans les détails de ça. Ce qui est intéressant, c'est le cas des Noirs, qu'il décrit comme une race qui est marquée et vouée à la servitude et à l'esclavage, même si en même temps il est pour l'affranchissement, je passe sur cet aspect. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, il mobilise la fameuse marque liée à la malédiction de Cham, mais contrairement à tout un ensemble de personnes qui cherchent à esquiver cette difficulté qu'en fait, comme vous le savez, c'est Canaan qui est puni et non Cham, eh bien lui le dit, ça illustre bien ce qu'est le secret de la justice divine, c'est-à-dire le fait que les enfants sont punis pour les fautes des pères. D'accord? Bon. Et enfin, dernier exemple, mais je passe dessus, les Indiens d'Amérique. Bon. En tout cas, donc la formule est claire, hein, il existe donc 3 races marquées d'un signe particulier, 3 races qui se sont partagées dans des proportions inouïes, les 3 grands mots qui affligent l'humanité, l'exil, l'esclavage et la perte du sang forain. Mais il inscrit ça dans le principe qu'en fait, c'est une loi beaucoup plus générale et qui concerne l'ensemble des familles de manière plus générale. Alors, dans son cas, comme dans tout un ensemble d'autres auteurs, ça s'inscrit dans une stratégie qui est une stratégie contre-révolutionnaire très claire. Il s'agit de réaffirmer les hiérarchies et les rangs inégalitaires et, de manière extrêmement habile pour un certain nombre d'entre eux, et je vais prendre l'exemple de Blanc de Saint-Bonnet qui est vraiment illustratif de ça, en mobilisant pour ça la liberté. Hein, cette valeur sacro-sainte, y compris les libéraux, c'est la liberté qui explique les inégalités. Alors la formule de Saint-Bonnet est vraiment très importante, même si, et après je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans l'absolu, les hommes sont égaux devant Dieu. Comment se fait-il que dans le temps, il n'y ait parmi eux que l'inégalité? La liberté nous l'explique. L'inégalité qui existe parmi les hommes ne vient ni de Dieu, ni de la société, mais de l'homme même, c'est-à-dire de sa liberté. Et là, il y a tout un raisonnement qui suit. Hein. Le rang vient de 3 choses, vertu, talent, fortune. Or, celles-ci sont en raison de 3 autres, moralité, intelligence, virtualité. Et celles-ci sont en raison de l'organisation cérébrale et musculaire, laquelle, alors là, grande surprise, est en raison de la liberté. Quelle est la théorie de l'origine de l'inégalité parmi les hommes? Et certes, la liberté pouvait bien produire la variété et l'inégalité parmi les hommes, puisqu'elle a produit la variété et l'inégalité parmi les races d'hommes.
Bien. Alors là, il va falloir essayer de comprendre comment on peut en arriver à dire que l'organisation cérébrale et musculaire est raison de la liberté. C'est très important pour comprendre un certain nombre de positions de l'époque. Alors, avant de rentrer dans ça, je veux insister sur le fait qu'en fait, ces discours se retrouvent chez tout un ensemble d'autres auteurs qui partagent des options politiques totalement opposées aux contre-révolutionnaires, qui défendent l'ancrage de la position de la pensée catholique dans la continuité des principes révolutionnaires et promeuvent la liberté et l'égalité sociale. C'est le cas de Félicité de Lamennais, un grand fondateur du catholicisme libéral et social. C'est le cas de Philippe Buchez, le grand fondateur du socialisme chrétien. Je ne vais pas revenir sur la carrière de ces personnes, mais ce sont des personnages très importants. Il y a quand même des différences, malgré tout, je vais y revenir très rapidement. L'une des différences apparaît très bien, notamment avec les travaux de Lamennais, c'est que contre la stratégie qui consiste à mettre en avant la déchéance de l'homme, ce sont des auteurs qui vont plutôt l'inscrire dans la perspective du progrès. Et Lamennais est très intéressant de ce point de vue-là, puisque son argument, c'est de dire qu'on confond deux choses. L'incomplétude de la créature, et on relie ça à l'idée d'une faute et d'une déchéance qui est liée à une faute. Or, ce sont deux choses différentes. En fait, l'homme est né imparfait, et justement, il doit tendre vers le progrès, c'est-à-dire vers la réalisation de sa nature. Le cas de Buchez est beaucoup plus complexe et plus intéressant. Pour Buchez, pas de doute, je cite, « Le péché originel est une réalité. Le fait, c'est lui qui parle de la réversibilité des pères aux enfants, est physiologiquement ignoble. La réversibilité ne comprend pas seulement la partie corporelle de nos faits, elle atteint aussi jusqu'à la partie spirituelle. Donc, principe de réversibilité des actions des parents, notamment des fautes, sur les enfants, sur plusieurs générations. Mais, ce qui l'intéresse, c'est que cette réversibilité, elle n'est pas simplement ce qu'il appelle une réversibilité en mal, qui voue à la déchéance progressive à travers les générations, elle est aussi un message d'espoir, c'est-à-dire la possibilité d'une réversibilité en bien. D'accord ? Si on examine une suite de générations marchant uniformément de père en fils dans la voie de la moralité, on trouvera que celle-ci ira se perfectionnement. Ou encore, lorsqu'une succession d'hommes unis par voie de génération dirige son activité par une même voie, faisant toujours les mêmes œuvres et dans le même milieu, alors une race se crée et se forme qui est la plus apte à pratiquer avec énergie et perfection la voie où elle s'est établie. Ainsi, il n'y a pas seulement solidarité entre les hommes selon l'esprit, il y a encore solidarité selon la chair. Ceux qui ont bien agi et bien fait transmettent à leurs enfants une chair meilleure, et vous le verrez ensuite, ceux qui ont mal agi transmettent à leurs enfants une chair amoindrie, et ça s'accroît à travers les générations. Donc il y a une ambivalence du processus qui met au cœur le principe de liberté et de responsabilité humaine. Alors dans la logique de Buchez, on parle du principe selon lequel toute société, toute nation se constitue avec un but commun d'activité, un ensemble de valeurs spirituelles et morales, qui crée une atmosphère spirituelle, et cette atmosphère spirituelle, elle va littéralement sculpter dans les corps et dans l'hérédité des nations et des races différentes. Donc, vous comprenez le processus. L'idée, c'est qu'on part de la liberté de valeurs spirituelles et morales, mais ça s'inscrit dans les corps et ça forge des nations, ça forge des races à travers un mécanisme héréditaire sur lequel je vais revenir ensuite. C'est extrêmement important parce qu'il faut comprendre que ça va être l'une des raisons pour lesquelles ils sont complètement opposés à la théorie des races déterministes matérialistes. J'y reviendrai dans une seconde ensuite. D'un autre côté, avant de revenir là-dessus justement, d'un autre côté, si pour Buchez, le péché originel est bien de l'ordre d'une réalité et qui traduit ce principe de réversibilité des actes des parents sur leurs enfants et sur toute une race, c'est aussi en même temps une tradition universelle qu'on retrouve chez l'ensemble des peuples, mais qui a donné lieu à des systèmes sociaux divergents. Tout un ensemble de systèmes sociaux qui se sont fondés sur l'idée d'une race élue et de race déchue. Et on a organisé à partir de là des systèmes fondés sur la distinction des races, les castes, etc. Et ce sur quoi insiste Buchez, c'est que le message chrétien, et ensuite son incarnation dans la Révolution, crée au contraire un horizon de rédemption universelle. Et ça
permet d'articuler en fait le discours avec la doctrine du progrès. L'idée, c'est bien de dire, il y a bien un péché originel, il y a bien d'ailleurs la réversibilité des actes des ancêtres sur les descendants, mais on l'inscrit dans un horizon d'universalité tendu vers l'égalité à travers le progrès. Ce qui signifie pas, comme il le dit, que malgré tout, l'héritage de tous ces caractères fait qu'il est nécessaire, je cite, de beaucoup de siècles pour faire disparaître cet ensemble de dispositions acquises, cette macule. Bon. Alors, pour comprendre un peu ça, essayons de comprendre quel est le modèle qui est défendu du point de vue des rapports entre le physique et le moral, parce que c'est absolument central, entre le matériel et le spirituel, si vous voulez. Et je veux insister sur ce fait tout de suite, c'est que là, pour le coup, ce modèle, il est partagé par les catholiques sociaux, par les socialistes chrétiens, les socialistes même spiritualistes comme Leroux, par exemple, pour ceux qui connaissent, et en même temps, ou Constantin Pecker, dont je vais parler ensuite, mais aussi par des contre-révolutionnaires, comme ceux que j'ai cités, notamment Antoine Blanc-Saint-Denis. Tous partagent une même anthropologie qui met en son cœur la liberté et la spontanéité de l'esprit, et donc la responsabilité de l'homme qui est relativement autonome par rapport au déterminisme organique. Alors, je vous ai mis des citations, je vais juste vous en lire rapidement deux. Celle de Pecker, c'est l'esprit qui prime l'organisation et non l'organisation qui prime l'esprit. C'est clair, c'est l'esprit qui modèle et façonne les aptitudes et par elles, ces appareils organiques auxquels les matérialistes s'accrochent comme à des existences, tandis qu'ils ne sont que des instruments d'une fonction et de la force libre qui préside à leur action. Plan de Saint-Bonnet formule autrement, le corps se forme d'après l'âme, comme l'âme se forme d'après la volonté. Les maladies, les infirmités, la beauté, ce sont les traces laissées dans nos organes par la liberté. Ok ? Donc, on a ici un modèle qui met l'accent contre le déterminisme organique sur le caractère premier, dynamique de la volonté et de l'esprit. Et ils y insistent sans cesse, eux ne sont pas, contrairement aux matérialistes, fatalistes. Ce qui explique pourquoi ils s'opposent très tôt à la doctrine des races. Ils s'opposent très tôt à la doctrine des races. Alors, je ne vais pas revenir dessus, ça pourrait faire l'objet d'une question, mais ce sont des auteurs qui vont être tous ceux qui vont s'opposer à la doctrine déterministe des races, celle qui part de l'idée sur laquelle il y a des races inégales physiologiquement, et ces inégalités physiologiques déterminent des capacités intellectuelles et morales, ce qui détermine ensuite le destin des sociétés. De leur point de vue, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais attention, c'est pas pour ça que d'un autre côté, ils n'adoptent pas une position particulière sur la formation des races, et ils ne sont pas même prêts à admettre l'idée d'inégalité organique héréditaire qui retentit sur les capacités intellectuelles et morales. Il faut ici faire très attention et ne pas se faire prendre dans une confusion de ce point de vue-là. Alors, Lamennais le formule très très bien, donc je vous montre cette citation. Lamennais distingue les matérialistes qui voient dans l'organisme la cause efficiente des phénomènes intellectuels et moraux, et des gens qui, comme lui, reconnaissent plutôt que l'organisme est une condition. Ce qui prime pour lui, ce sont les actes de la volonté libre et intelligente. Mais, voilà ce qu'il dit, modifiés selon l'usage que l'homme fait de ses facultés, les organes à leur tour déterminent, et en certains cas, fatalement, l'usage primitivement libre de ces mêmes facultés. C'est ainsi que de proche en proche, en déclinant toujours, quelqu'un qui abuse de sa liberté, l'affaiblit graduellement, et passe sous l'empire de la nécessité. L'ordre moral ne saurait être troublé sans que la faute n'engendre sa punition, et cette double perturbation intellectuelle et morale a pour effet inévitable une perturbation organique, laquelle à son tour va venir limiter la liberté. Ce qui fait que pour Lamennais, et pour bien d'autres personnes d'ailleurs, le fanatisme, les erreurs, les superstitions constituent, comme il le dit, des maladies mixtes, à la fois spirituelles et organiques, des maladies le plus souvent destructives de la liberté, aussi ne se guérissent-elles que lentement dans les masses, par une influence exercée sur les générations successives. Alors, moi je suis spécialiste beaucoup de Bénédicte Augustin Morel, le théoricien de la théorie des dégénérescences dans l'espèce humaine, et Morel reprend complètement cette grille d'analyse, on pourra y revenir si vous voulez. Bon. Ce qu'il faut comprendre par ailleurs, c'est que ce rapport du moral sur le physique, donc qui retentit sur le physique, vient ensuite s'articuler à l'idée d'une transmission héréditaire à travers les générations qui va se renforcer donc à travers les générations. Alors, je ne vais pas lire cette citation de Pecker, mais qui illustre bien ça. L'idée de Pecker, c'est de dire qu'il y a, comme il le dit, une solidarité intime
entre les différentes générations. Si les générations derrière ont bien agi, ça va se transmettre ensuite dans les corps, et progressivement comme ça, qu'est-ce qui va se former? Des races différentes, et inégales, plus ou moins inégales. Et ça, c'est la position de Buchholz aussi. Alors, je m'arrête un tout petit peu plus sur cette position. La position de Buchholz consiste à dire, comme je le disais, il y a des buts communs d'activité. Ces buts communs d'activité, c'est un ensemble de règles, d'habitudes collectives qui sont liées à des valeurs morales et spirituelles. Elles créent un milieu moral par lequel, comme il le dit, l'homme peut modifier son organisme dans certaines limites par ses pensées et par ses actions. Ces modifications se transmettent aux enfants par voie de génération. Fin de citation. Et comme il le dit encore, ce pouvoir, il le possède pour le bien et pour le mal. Il peut perfectionner son organisme et il peut le dégrader. De là, des variétés dont les unes sont bonnes ou excellentes, les autres mauvaises, dangereuses ou maladives. Et il y a un processus comme ça de transmission héréditaire de ça. Alors, un exemple tout à fait caractéristique de ça, c'est la discussion de Buchholz par rapport au rapport entre race et nationalité. L'idée de Buchholz, c'est de dire que la nationalité, c'est quelque chose qui est d'abord, avant tout, de l'ordre de la communauté de croyances, de traditions, d'habitudes intellectuelles, culturelles. Mais par contre, c'est pas déterminé par la race. Par contre, ça produit une race. Toute nationalité, au bout d'un certain nombre de générations, produit une race. La race n'est pas au départ, elle est le résultat de la nationalité. D'accord? Ça, c'est très, très important pour comprendre un certain nombre de raisonnements républicains, presque jusqu'à aujourd'hui, dans un certain sens. Mais je ne vais pas rentrer dans cette question-là. Il y a évidemment la question de qu'est-ce qu'il en est de ceux qui adoptent des positions séparatistes, communautaristes, évidemment. Est-ce qu'ils ne font pas sécession par rapport à la nation? Est-ce qu'ils ne produisent pas des races différentes? Est-ce que par hasard, les classes dangereuses de la société, par exemple, ne pourraient pas être dans cette situation-là? Et donc, l'impératif, à partir de ce moment-là, d'engager une croisade morale et physique, d'ailleurs, pour les régénérer. Alors, comme je le disais, du point de vue du chef, tout dépend des buts communs d'activité et de leur qualité. Or, comme il le note, toute doctrine n'est pas propre à servir de but d'activité à l'humanité. Okay, la seule qui est véritablement adéquate pour lui, c'est le christianisme tel que lui l'entend, c'est-à-dire catholique et socialiste. D'accord? Mais par contre, il établit des hiérarchies en termes de problèmes que posent les buts communs d'activité. Comme il le dit, il y a divers degrés d'obéissance et divers degrés de désobéissance à l'égard des lois fondamentales de l'humanité. Or, le degré de la désobéissance ou de l'hérésie détermine le degré de la réversibilité en mal. Et donc là, on a une gradation élaborée par Buchholz depuis ce qu'il appelle des races maladives produites par l'extrême degré comme il dit, la réversibilité poussée à l'excès dans la voie du mal. Pour Buchholz, ce sont les papous, par exemple, race maladive, ce point de vue-là. Pour Bénédicte Augustin Morel, ce sont les classes dangereuses des grandes villes, par exemple, qui présentent ce problème-là. Bon. Jusqu'à des degrés plus légers, comme par exemple les effets du protestantisme. Je ne vais pas revenir dessus, mais il y a toute une discussion sur la question du protestantisme. Et au milieu, on a par exemple, je cite, la dépravation remarquable de l'intelligence et de la force physique causée par la croyance erronée qu'est le mahométisme, qui, selon Buchholz, qui nous rassure, il suffira de quelques siècles pour que la race musulmane disparaisse complètement de la surface du globe. Et l'autre dimension importante, c'est le nombre de générations sur lequel s'est exercé ce but d'activité plus ou moins problématique, parce qu'évidemment, ça produit des effets dans les corps qui sont plus ou moins résistants. Alors, je finirai par ça, justement, comment sont envisagés à partir de là, par ces auteurs, l'effacement, en fait, de ces macules héréditaires. On peut distinguer trois éléments. Le premier, c'est tout simplement une mission évangélique. Ce sont des gens qui vont défendre l'expansion missionnaire catholique, strictement catholique, à destination des races déchues dans le monde, mais aussi, et j'y insiste, des classes populaires. Je crois qu'il faut vraiment le marteler, il n'y a pas de distinction entre les deux, du point de vue de la plupart des auteurs. Deuxièmement, une éducation morale, à destination d'ailleurs des classes populaires beaucoup, et une hygiène physique et morale au plus profond du corps social. Alors je ne vais pas revenir dessus, mais ça il faut vraiment y insister,
à partir des travaux de Buchez et de tout un ensemble de catholiques sociaux, se développe tout un courant médical, aliéniste en particulier, psychiatrique, qui va investir le corps social, et dont Benedicto Augustin Morel est le parfait exemple, et qui va s'efforcer de lutter contre des lésions du corps social, entendu dans un sens très large, c'est-à-dire tous les obstacles à la réalisation du progrès de l'homme, physique, moral et intellectuel. Et enfin, je finirai par ce dernier moyen, qui est l'ultime moyen, c'est le croisement des races, qui est l'ultime moyen pour égaliser les conditions organiques des différentes aptitudes héréditaires. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que pour que l'égalité soit pleinement réalisée, il faut corriger les inégalités organiques qui, de facto, constituent des conditions d'exercice de la liberté. Et pour le faire, eh bien, le seul moyen, c'est le croisement des races. Alors, vous avez une citation de Pecker qui illustre bien ça. L'égalité, pour être désirable et licite, exige que chacun soit capable d'atteindre le degré de lumière, de moralité, de gouvernement de soi-même et de respect des lois fondamentales d'une société d'hommes libres. Seulement, il y en a un certain nombre, et notamment un certain nombre de races qui, à cause de l'évolution que je vous ai décrite, ont des dispositions organiques relativement inégales. Alors, comment faire? Eh bien, je cite, pour que la distance effective soit moins grande entre des races physiologiquement inférieures à un moment donné, il faut que les alliances, les croisements, rapprochent les intervalles que la nature, l'organisation primitive ou de fait actuelle, semble avoir mis entre elles. Sans cela, bien que la raison et le devoir veuillent absolument que les peuples inférieurs soient considérés comme frères et émancipés comme tels par toutes les voies d'éducation et d'instruction de la part des races supérieures, néanmoins, ils ne pourront toujours pas dépasser le degré de perfectionnement que leur organisation, livrée à une reproduction pure, semble avoir fatalement limité. J'espère que c'est assez clair. L'éducation ne suffit pas, il faut agir sur les conditions organiques, et je finis par l'exemple de Lamennais, qui est du même ordre, mais qui est très très frappant de ce point de vue-là. L'idée de Lamennais, c'est de dire qu'il y a un parallélisme entre les progrès intellectuels et moraux et l'organisation physique. Les progrès intellectuels et moraux produisent des peuples avancés dans lesquels les conditions physiologiques supérieures deviennent indéfiniment transmissibles. Donc, de progrès intellectuels et moraux s'induit une augmentation des capacités, y compris physiques. Par contre, chez les peuples moins développés, la citation est longue mais elle est très parlante, la génération produira des individus moins heureusement doués, privés des aptitudes naturelles de notre groupe, ayant une intelligence moins ouverte, un esprit moins actif, un sens moral moins délicat. Ils seront, en un mot, moins hommes. Alors là, pour les lecteurs, pour les gens qui connaissent un peu les jésuites, c'est une formule assez classique, comme ça. Et l'éducation la plus puissante ne pourra compenser leur infériorité relative. Pour que cette différence s'efface, il faudra que l'organisation se modifie progressivement, que la suite des générations offre une série continue de perfectionnements, un changement total immédiat est de toute manière impossible. Et là, il continue, que si le groupe inférieur se mêle par le mariage au groupe supérieur, il n'est pas douteux que celui-ci n'en souffre d'abord, qu'il ne descende pour élever l'autre à soi. Mais ce dernier montera beaucoup plus vite. Après quelques générations, les deux groupes se trouveront au même niveau, ils se seront confondus dans une seule unité. Ce mélange des familles humaines est certainement une loi de la nature et l'indispensable condition du progrès de l'espèce entière, j'ai oublié ce terme. Autrement dit, c'est le sacrifice du sang comme œuvre de rédemption. Donc je finis avec cette belle phrase de Ribot qui résume bien ça. Si la race blanche, après avoir éliminé les deux autres par le croisement, ramène la race croisée à son propre type, elle aura accompli à sa manière œuvre de rédemption. Fin de citation. Donc vous voyez, là il y a tout un discours extrêmement construit de ce point.